fête les 20 ans de l'EHEST et c'est intéressant à cette occasion, à la fois d'avoir un regard rétrospectif, mais aussi de penser dans le temps long. C'est-à-dire de penser les vagues technologiques qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas simplement des vagues qui vont suivre un peu l'écume du temps. On va parler d'IA, on va parler de version 4.0, 5.0, etc. Mais en fait, on voit bien que sur les dizaines d'années depuis lesquelles le numérique a fortement émergé, cette évolution amène à penser ensemble à la fois les transformations techniques naturellement, mais aussi les transformations sociales et organisationnelles et économiques qui ont accompagné ces technologies, mais également les changements dans les pratiques individuelles et les questions éthiques et philosophiques que cela pose. Alors il y a 15 ans, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait déjà ces vagues technologiques successives, hein, Web 2.0, 3.0 et cetera, avec cette succession également. On voyait également des technologies qui bouleversaient le monde d'une certaine manière, parce qu'à la fois c'était un poids de la technique, avec des investissements importants, c'était aussi des traitements de l'information. On parlait à l'époque de la société de l'information, de la société de la connaissance, mais c'était également des dimensions de communication qui changeaient, puisque derrière le numérique, c'était les technologies de l'information et de la communication. Et derrière la communication, c'est la possibilité de communiquer à distance, de s'organiser différemment. Et on l'a bien vu pendant le Covid avec les épisodes de télétravail qui se prolongent d'ailleurs, qui se sont prolongés juste après. Donc ça, c'était déjà un premier élément. Le deuxième élément qu'a marqué le numérique il y a une quinzaine d'années, c'était que c'était des technologies pour tous. Pour tous, ça veut dire que c'était les mêmes équipements, les mêmes outils finalement qui servaient aussi bien dans le milieu professionnel pour innover, pour calculer, pour travailler, mais également au niveau personnel pour regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo, et puis tout type d'activité. Donc ça, le fait de ne pas avoir des technologies dédiées, comme ça avait pu l'être au début de l'informatique, avec les grands systèmes dans les années 60, avec l'informatisation des usines dans les années 70, avec le début de la robotisation, avec le travail des cadres, le travail tertiaire dans les années 80. Aujourd'hui, on n'a pas des technologies qui sont dédiées à certains applicatifs particuliers, mais les mêmes outils, les mêmes applicatifs servent à tout le monde et de façon bien entendu différenciée. Alors ces technologies, elles ne se sont pas contentées de transformer finalement les pratiques, elles ont eu aussi des effets systèmes, on pourrait dire des effets systémiques sur les organisations et sur les modèles économiques ou les modèles d'affaires, comme on dit parfois. Modèles économiques qui sont à la fois nés grâce au TIC, grâce à Internet, grâce au numérique, mais aussi qui ont permis à Internet de se développer. Les modèles de coopération distribuée, le fait de faire appel aux internautes pour produire, pour contribuer. On l'a vu avec le succès de Wikipédia. À côté de la coopération distribuée, on a eu aussi l'apparition d'une démultiplication des offres, ce qu'on appelle l'hyperoffre. Hein, toutes les mêmes contenus, par exemple, les mêmes morceaux de musique peuvent être fournis en streaming, peuvent être téléchargés, peuvent être récupérés à la demande, écoutés sur un stream, etc. Donc on a à la fois les mêmes contenus auxquels on peut avoir accès de différentes façons et différents acteurs qui vont proposer des contenus, que ce soit des professionnels, des amateurs, des plateformes, etc. Donc on a une situation d'hyper-offre qui va appeler, bien entendu, à avoir besoin d'intermédiaires pour nous aider à se retrouver dans cette hyper-offre. Le fait que Internet abolit les distances d'une certaine manière fait qu'on peut avoir accès à des offres, des services, des contenus qui viennent de l'autre bout du monde et qu'aujourd'hui, si je cherche à acheter un produit quel qu'il soit ou à voyager quelque part, je peux avoir accès à des hôtels qui ne sont pas simplement ceux que va me fournir l'agence de voyage historique, mais que je vais pouvoir trouver sur internet, soit directement, soit sur des plateformes comme Booking, Expedia, et cetera. Donc cette démultiplication de l'offre a amené de nouvelles formes d'intermédiation. Les intermédiaires traditionnels, je parlais des agences de voyage à l'instant, ont vu leur rôle considérablement affaibli au profit de plateformes, soit de plateformes spécialisées, soit de plateformes plus généralistes, soit de moteurs de recherche qui vont aider à aller se retrouver dans cette multiplicité des offres. Alors, ces nouveaux modèles économiques portés par le numérique, elles se sont traduits d'une part par la valorisation de nouvelles formes de ressources, le contrôle des données naturellement, mais aussi le contrôle de la technologie à travers les investissements, à travers la maîtrise de ces outils.
mais également le contrôle des usages ou le contrôle des utilisateurs. Tout ça a permis de générer de nouvelles formes de valorisation, de monétisation, de nouveaux modèles économiques, donc comme on le dit parfois. Alors ces modèles économiques, ils peuvent être alternatifs ou complémentaires, voire paradoxaux. Paradoxaux, par exemple, sur les mêmes plateformes, on va retrouver des produits de low cost, commoditisés pour raisonner, mais en même temps des produits de luxe. Si vous allez sur une plateforme comme YouTube, vous avez à la fois des extraits de films, des films de cinéma, des films d'Hollywood, etc., donc très professionnels, mais en même temps, ça va être des vidéos qui vont être tournées par une maman qui va filmer ses enfants, un chat qui se casse la figure dans l'escalier, etc. Donc il y a un peu ce mélange. On a aussi dans ces modèles vu apparaître très très fortement les modèles de gratuité. Alors différentes formes de gratuité. Tout gratuit, gratuit en partie, gratuit au début, puis payant ensuite, etc. On a vu apparaître également dans ces années ce qu'on appelle l'économie des plateformes, c'est-à-dire le poids grandissant de plateformes qui à la fois vont contribuer à agréger toutes les offres disponibles, mais également agréger un marché de consommateurs à destination de marchands, par exemple. Et puis enfin, on a vu arriver des marchés qui vont s'appuyer sur la multitude et sur la capacité de mobiliser justement des contributions d'utilisateurs. Je citais tout à l'heure le cas de Wikipédia, mais on pourrait multiplier les exemples de ce type-là, où finalement les acteurs économiques ne se contentent plus de produire, mais vont organiser des offres fournies par les internautes. C'est le cas naturellement d'Airbnb, ou c'était le cas au début d'Uber. Si on essaye de résumer et de conclure sur ce qui s'est passé depuis 15 ans, ce qu'on peut dire, d'une part, c'est que les résultats qui émergent sont des résultats qui peuvent apparaître très contradictoires par certains côtés, voire indécis sur les pistes et les trajectoires qui s'ouvrent. On voit apparaître aussi des positions qui peuvent apparaître très très fortes, je pense notamment aux grands acteurs qu'on appelle les GAFAM, mais qui finalement peuvent être aussi très très fragiles. On l'a vu sur des développements récents où, au moment de l'émergence de l'intelligence artificielle, des acteurs comme Google ou Meta se sont retrouvés très très critiques, hein. Google a même lancé une alerte rouge à ce niveau-là. Ce qu'on a vu apparaître aussi à travers ces années, c'est le passage finalement d'une économie qui était guidée historiquement par le modèle de la manufacture. On produit des biens et finalement la valeur se crée en vendant chacun des biens et en prenant une marge sur chacun des biens, à une économie de l'infrastructure, où on construit des infrastructures, infrastructures de réseau, infrastructures de services, infrastructures industrielles. Et ensuite, une fois que ces infrastructures sont là, le coût marginal de production est relativement mineur. Et en fait, c'est toute une façon de penser la valorisation qui change et qui explique justement ce qu'on a pu observer dans les dernières années et qu'on voit encore plus observer aujourd'hui avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Le grand changement, ça a été depuis quelques années l'apparition de l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, il faut toujours se méfier des termes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, le numérique et l'informatique a toujours connu ces vagues successives de technologies et l'intelligence artificielle n'y échappe pas, donc il faut se méfier à tout prix des mots valises ou des buzzwords derrière lesquels on met un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, derrière le thème d'intelligence artificielle, on a beaucoup de simples algorithmies, de calculs statistiques dans certains cas même, à côté des grands modèles, hein, qu'on peut connaître ou dont tout le monde parle. Donc, mais en même temps, c'est vrai qu'on a eu un changement d'échelle, même si les invariants sont restés les mêmes. Les invariants, c'est quoi? C'est l'abondance, l'hyperabondance des offres, des services et des contenus qui deviennent disponibles. Les invariants, c'est quoi? C'est le poids des plateformes, le poids des grands acteurs qui maîtrisent complètement l'écosystème numérique aujourd'hui, qui le maîtrisent, ou en tout cas qui ont un poids très très fort sur cet écosystème. Et les invariants, c'est quoi? C'est que, comme pour les autres applications numériques, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est pour tous, pour tout, pour tous les secteurs. Et aussi bien le secteur de la santé que le secteur de l'administration publique, que le secteur marchand, que le secteur de l'enseignement supérieur sont directement affectés et transformés par cette montée en puissance très très rapide de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on a exactement les mêmes situations d'une certaine manière que celles qu'on avait il y a une quinzaine d'années, sauf qu'avec une échelle et avec des effets qui sont bien plus importants et bien plus rapides.
Parmi les mouvements qu'on voyait déjà depuis le depuis le début du siècle, on va le dire, autour du numérique, il y a le fait que les acteurs qui se positionnaient à partir de la technologie se sont progressivement intégrés sur l'ensemble des chaînes de valeur. Amazon, qui était un acteur de e-commerce, s'est mis à produire des livres, s'est mis à devenir un des acteurs majeurs dans les services de cloud. Meta, qui était simplement sur des réseaux sociaux, devient, à développer son activité de réseaux sociaux sur tous les types de réseaux, en intervenant également sur l'échange de contenu. Voilà, et Google, qui était au départ un simple moteur de recherche, est devenu un acteur majeur de la publicité, un acteur majeur de la vidéo. Donc on a une démultiplication d'acteurs qui ne se contentent pas de rester focalisé sur le segment de la chaîne de valeur. Apple n'est pas simplement un équipementier qui fabrique des téléphones ou qui fabrique des ordinateurs, mais ça devient aussi un distributeur de services à valeur ajoutée. Ça devient aussi un équipementier pour le livre avec les Kindle. Ça devient un producteur de cinéma ou de vidéo. Donc on a des acteurs qui finalement vont se positionner sur tous les champs de leur chaîne de valeur, que ça soit sur le secteur de la culture, l'exemple que je prenais là, mais aussi sur les autres secteurs. On pourrait dire la même chose du secteur de la santé, avec le contrôle des données et le contrôle d'un certain nombre de plateformes. Donc ce qui est intéressant, c'est ce mouvement d'intégration verticale, pour reprendre le terme d'économiste, et qu'on va retrouver naturellement aussi dans les acteurs de l'intelligence artificielle, qui ne se contentent plus d'être des développeurs de modèles, de grands modèles, mais qui aussi vont prendre pied sur le contrôle des données, le contrôle d'un certain nombre d'applicatifs, etc. Et donc ça veut dire que les acteurs traditionnels, les entreprises traditionnelles, ne sont plus simplement concurrencées par des entreprises qui finalement font le même métier différemment, en se positionnant différemment, mais sont concurrencées par des acteurs très très puissantes, dont les poches économiques sont très très profondes, voire sans fond, et donc peuvent directement les prendre pied sur n'importe quel secteur aujourd'hui. Dans un premier temps, le développement numérique a donné lieu à un foisonnement de startups. Ça a même conduit à ce qu'on appelait l'éclatement de la bulle Internet au tournant des années 2000. Foisonnement de startups qui s'est accompagné d'une structuration de cet écosystème de financement avec des incubateurs, des business angels, le développement du private equity, donc toute une série de dispositifs économiques et organisationnels pour accompagner le développement de startups. Avec succès d'ailleurs, quand on voit le nombre de nouveaux acteurs qui se sont développés sur tous les champs. Mais en même temps, ce qu'on voit apparaître, ça c'était d'une certaine manière la première vague du numérique. La deuxième vague qu'on voit depuis quelques années, c'est à la fois ça, naturellement, toujours les startups qui se renouvellent. Et on a vu apparaître des acteurs, notamment Netflix, par exemple, qui n'étaient pas des acteurs de la première heure du numérique. Mais à côté de ça, on a vu aussi se structurer progressivement un entrepreneuriat beaucoup plus fort qui redevient un entrepreneuriat patrimonial. Pensez à Jeff Bezos avec Amazon, pensons à Elon Musk, naturellement, avec SpaceX, avec Tesla, qui n'est plus simplement un entrepreneuriat de start-up, mais un entrepreneuriat extrêmement capitalistique, extrêmement lié au monde de la finance. On l'a bien vu avec la capacité d'atteindre des valorisations qui dépassent les 1000 milliards de dollars, et avec finalement un glissement du small is beautiful, les startups qui démarrent dans les garages, etc., vers big is beautiful. C'est-à-dire plus on est gros, plus on est puissant, et plus on est à même de mobiliser les capitaux importants et de maintenir des positions de dominance. Ça, c'est très directement lié à l'économie du numérique, qui est une économie de plateforme, qui est une économie d'externalité, qui va favoriser les effets de taille, puisque plus on est gros, plus on est attractif pour les consommateurs, plus on peut développer de services valorisables. Naturellement, cet effet-là conduit au règne de plateformes extrêmement dominantes. C'est les GAFAM, mais c'est aussi ce qu'on appelle les BATX, les grands acteurs correspondants dans le monde chinois. Il ne faut pas oublier la Chine. On a beaucoup parlé et on parle beaucoup des acteurs occidentaux et américains pour les plus gros
aujourd'hui, mais en même temps, il faut voir qu'on a à peu près l'équivalent en termes de taille, en termes de volume avec des marchés plus importants au niveau de la Chine. Et donc ils font aussi partie de l'équation. On le voit déjà, en Europe, mais on le voit beaucoup plus quand on regarde, l'Amérique du Sud, quand on regarde l'Afrique, où les acteurs chinois sont bien plus présents dans le domaine du numérique. Donc cet effet de taille, cette massification induit d'une part ce poids de quelques acteurs dominants, voire très, très dominants, mais en même temps, des logiques de prédation et de concurrence qui devient extrêmement violente avec, avec finalement une régulation traditionnelle qui marchait, par, la concurrence, par des règles partagées qui, dans certains cas, volent un peu en éclats. On l'a vu récemment, enfin depuis 2 ans, avec, les initiatives prises par la présidence Trump et au-delà de Trump, c'est aussi cette dimension géopolitique, on pourrait dire, ou géoéconomico-politique qui explique cette violence des rapports concurrentiels, non seulement entre entreprises, mais également entre États. Alors ces mouvements et ce poids de quelques acteurs grandissants expliquent la difficulté, j'allais dire presque d'un point de vue théorique et conceptuel, à penser non seulement quels sont les nouveaux modèles économiques aujourd'hui, mais comment interpréter les stratégies que développent les entreprises, et notamment les stratégies de concentration. Je parlais plutôt de concentration verticale ou d'intégration verticale avec des acteurs qui finalement vont essayer d'être présents sur toutes les chaînes de valeur. Mais comment réguler finalement ou comment organiser la concurrence dans des acteurs qui se concentrent, qui deviennent très puissants, qui ne se contentent pas simplement de maîtriser un segment, un secteur particulier, mais sont plus largement présents sur différents secteurs. On le voit dans le numérique comme on le voit dans le média. Dans les médias, les règles traditionnelles qui étaient de dire: «Bon, on va interdire plus de 25 de concentration, qu'un acteur ne détienne pas plus de 25 d'un journal ou d'un ensemble de titres», par exemple. On voit bien que ça a plus de sens à partir du moment où on a une multiplicité de chaînes, disponibles, soit à la télé, soit sur internet, des réseaux sociaux, une présence sur les réseaux sociaux et cetera. Donc les modèles classiques de contrôle des concentrations par le poids, par la dominance, ne sont plus exactement les mêmes. Quand on a des valorisations qui explosent, quand on a des écarts de valorisation et des écarts de modèles économiques très, 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 très différents, quand ce qui devient important n'est plus simplement la vente des produits en tant que tels ou des services, mais également la capacité d'investir dans des infrastructures avec des coûts fixes extrêmement élevés, le contrôle des concentrations est compliqué. On pourra le voir à propos de l'IA, mais on est exactement dans ces situations-là. Le numérique montre qu'on est dans une situation de concurrence monopolistique. Alors c'est un terme qui peut apparaître paradoxal d'une certaine manière. Concurrence monopolistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part qu'on est en situation de concurrence, mais d'autre part, cette concurrence ne se porte pas sur des biens qui sont tous équivalents, mais au contraire, chaque acteur a une forme de monopole sur le bien qu'il commercialise. Quand je veux acheter une voiture électrique, je peux dire que toutes les voitures électriques vont se valoir. Je vais faire le choix entre celles qui sont plus ou moins puissantes, plus ou moins chères, plus ou moins avec plus ou moins d'autonomie. Dans le monde de l'internet, c'est pas ça qui se passe. Les services proposés par chacune des grandes plateformes est tout à fait spécifique. Le réseau social de Facebook n'est pas concurrent directement, il n'est pas comparable directement au moteur de recherche de Google. Il n'est pas comparable directement à la plateforme d'Amazon. Et pourtant, Amazon, Meta et Google sont en concurrence. Donc on a une forme de concurrence où les acteurs sont en concurrence, mais les produits qu'ils offrent ne sont pas substituables et chacun a un contrôle spécifique, direct et quasiment unique sur celui-là. Et ça, on n'a pas forcément, très clairement aujourd'hui, les modèles théoriques et conceptuels pour aider à penser et naturellement ensuite à réguler ces situations-là. On peut aussi bien avoir davantage d'émergence de produits, de services, d'entreprises et en même temps une forte dominance de quelques plateformes. On peut en même temps avoir des technologies numériques qui vont favoriser l'autonomie,
l'indépendance, etc. Et en même temps favoriser le contrôle social, le contrôle économique, le contrôle des organisations. Donc on a des résultats contradictoires, ce qui rend le régulateur face à une difficulté. Au nom de quoi je vais réguler? Sachant que les effets, les impacts ne sont pas uniques ou monodirectionnels. Ça, c'est déjà une première difficulté de la régulation. La deuxième grande difficulté de la régulation, c'est l'asymétrie. On va réguler par des États, des acteurs qui sont très très puissants et qui sont dans beaucoup de cas bien plus puissants que les États eux-mêmes. Pas forcément au niveau du G7, mais au niveau de la plupart des autres pays, c'est certainement le cas. D'une part, ils sont très puissants et d'autre part, ils ont des moyens d'action, d'influence et d'investissement qui finalement pèsent sur la manière dont s'opère la décision publique, mais s'opèrent aussi les choix du régulateur. Y compris d'ailleurs au niveau européen. Vous voyez les capacités de lobbying que peuvent avoir certains acteurs. C'est des capacités de lobbying d'une part, mais aussi c'est l'accès aux informations dont ne disposent pas forcément les États ou les acteurs économiques, hein. C'est très difficile aujourd'hui pour un régulateur comme pour un État de savoir exactement quels sont les flux, monétaires, les flux de données contrôlés ou gérés par les très grandes plateformes. C'est vrai pour les plateformes occidentales, ça l'est a fortiori pour les plateformes, chinoises, asiatiques et cetera. L'autre difficulté, au-delà simplement de la dominance des grandes plateformes et de la symétrie entre États et grandes entreprises, c'est la complexité de l'écosystème. On n'a pas simplement des États versus des entreprises, mais on a beaucoup d'entreprises émergentes. Ça fait d'ailleurs partie aussi de la régulation, de savoir est-ce que finalement comment favoriser ces entreprises émergentes. Et on voit aujourd'hui avec la régulation de l'IA, la difficulté à la fois de concilier le contrôle des très grandes plateformes, mais aussi le soutien à un écosystème européen autonome, souverain, indépendant, avec des entreprises comme Mistral ou comme d'autres qui pourraient se développer. Il y a d'une certaine manière des formes d'accord entre à la fois les très grandes plateformes américaines et puis les plateformes émergentes puissantes qu'on a en Europe, parce qu'elles vont finalement aussi être d'accord pour limiter ou en tout cas souhaiter réduire une régulation qui serait trop contraignante pour le développement. Donc il y a une difficulté pour l'État. Est-ce que finalement j'essaye de protéger une forme de précaré avec quelques entreprises, mais qui restent finalement dans des possibilités de développement limitées? Ou au contraire, est-ce que j'ouvre plus grandes les portes et les fenêtres au risque de les ouvrir aussi pour des acteurs extérieurs? Donc cette complexité de l'écosystème et cette variété de l'écosystème, ces acteurs puissants, ces incertitudes sur les développements technologiques, hein, les États n'ont pas forcément aujourd'hui non plus, et les régulateurs bien sûr, n'ont pas aujourd'hui non plus une vision claire de quel sera le demain technologique, parce que les choses vont si vite en matière d'évolution, de transformation, que finalement les États et les régulateurs sont toujours un peu à courir derrière les innovations ou les révolutions techniques qui se profilent. Donc tout ça fait que la régulation est aujourd'hui très difficile et que les régulateurs n'ont pas forcément les moyens d'appliquer et de contrôler l'ensemble de l'écosystème. On l'a vu avec les limites des directives européennes autour du DSA, du DMA ou de l'AI Act, qui fait que finalement, on a un cadre qui a été mis en place, qui potentiellement pourrait répondre aux besoins, mais qui a beaucoup de difficultés à s'appliquer, difficultés dans le contrôle et difficultés dans les sanctions qui vont derrière et dans les difficultés dans l'application des sanctions. Hein, on l'a vu récemment avec la réaction encore du président Trump en disant si vous taxez les entreprises du numérique pour financer l'écosystème des infrastructures, à ce moment-là, on va avoir 100% de droits de douane sur les spiritueux et les vins. Donc ce type de relation sort complètement du cadre qu'on avait l'habitude de connaître dans la régulation traditionnelle, régulation antitrust, anticoncurrentielle, régulation ex ante, régulation sectorielle qu'on avait avec l'Arcep, l'Arcom, et où finalement on a un mélange entre des anticipations difficiles à avoir, des acteurs très très puissants, des jeux géopolitiques et une régulation qui essaye de faire ce qu'elle peut d'une certaine manière. Les défis, c'est d'abord des défis de contrôle des contenus et de protection des internautes. Protection des internautes, c'est protection des enfants, naturellement, on en parle beaucoup, mais aussi protection contre les discours de haine,
de tout type, hein, pour les démultiplier. Deuxièmement, c'est également protection des créateurs, protection des contenus et des créateurs de contenus. On voit bien au débat autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a besoin de contenu, d'informations pour s'entraîner, mais ces données d'entraînement, comment les rémunérer comment les rémunérer est d'autant plus important que les résultats vont rentrer en concurrence ensuite avec les contenus initiaux. Alors à côté de la protection des utilisateurs, la protection des créateurs, il y a naturellement la protection des États, avec les enjeux de souveraineté et aussi les enjeux de sécurité ou de cybersécurité. On le voit bien avec l'intrusion, à la fois l'intrusion sur les sociétés, les entreprises, les données industrielles, on pourrait le dire comme ça, mais également influence démocratique avec la sécurité des mécanismes de vote, des mécanismes démocratiques et des mécanismes du débat public. À côté de ce besoin de protection des individus, des créateurs, des États, il y a aussi besoin de protection des entreprises. Alors c'est en partie le cas avec les souverainetés, mais c'est aussi plus largement le cas à partir des questions d'organisation des rémunérations et de protection des emplois. On voit bien que la question que pose aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est d'une part la question du marché du travail, dans quelle mesure l'intelligence artificielle va conduire à substituer certains emplois par des emplois assurés par l'intelligence artificielle. C'est un débat qui n'est pas très nouveau. On l'a déjà eu dans les années 70 avec l'automatisation et la robotisation des usines, hein, où le même débat s'est exactement posé. Aujourd'hui, c'est un peu le même genre de débat qui s'ouvre avec l'IA, toute proportion gardée. Donc c'est la question, est-ce qu'on a une substitution directe entre... Alors à l'époque, c'était la main-d'œuvre dans les années 70, aujourd'hui, ça serait le cerveau d'œuvre. Est-ce que finalement des tâches intellectuelles peuvent être assurées par les machines? Mais au-delà de ça, c'est aussi la nature des rémunérations des tâches. Prenons l'exemple, les traducteurs, par exemple. Les traducteurs aujourd'hui, finalement, quand ils traduisent à la main, pourrait-on dire, bah, ils vont avoir besoin peut-être d'un mois ou de 2 mois pour traduire un ouvrage. Aujourd'hui, presque tous les traducteurs se servent de l'intelligence artificielle pour débroussailler d'une certaine manière le travail. Et donc finalement, le travail qui demandait il y a quelques années 2-3 mois pour traduire un ouvrage, il peut se faire aujourd'hui en beaucoup moins de temps parce que l'intelligence artificielle va permettre de faire, en tout cas de simplifier une partie des tâches. Mais ça veut dire que la rémunération du traducteur ne sera plus calée sur les 2-3 mois de travail, mais peut-être sur les quelques semaines qui lui seront nécessaires. Donc ce n'est pas simplement des traducteurs qui disparaissent parce que l'intelligence artificielle est automatique, fait de la traduction automatique, mais c'est aussi des traducteurs qui vont être moins rémunérés parce que l'intelligence artificielle va leur permettre de faire les tâches plus vite avec davantage de productivité et d'efficience. Et ce que je dis là, à partir de l'exemple des traducteurs que tout le monde peut comprendre, c'est naturellement une question qui va se poser sur l'ensemble des salariés, finalement, des personnels, y compris les cadres, y compris les managers et y compris éventuellement le top management dans certains cas. Le terme d'intelligence artificielle est trompeur dans la mesure où c'est une traduction de l'anglais et le terme intelligence ne veut pas dire la même chose en français et en anglais. En anglais, ça veut dire la compréhension d'un système. En français, ça renvoie à l'intelligence humaine au sens de conceptualisation, pensée, imagination, etc. Donc quand on dit artificial intelligence, ça veut dire une systématisation du traitement de données, de la capacité à acquérir des informations, à les traiter. Et quand on voit ça, on voit bien que ce n'est pas l'intelligence artificielle versus l'intelligence humaine. C'est l'intelligence artificielle qui vient compléter des dispositifs humains. Alors, c'est bien les questions d'appropriation qui se posent dans ces perspectives-là. Dans la musique, ça fait longtemps qu'on a des synthétiseurs, des boîtes à rythme. Mais finalement, les synthétiseurs, ça ne remplace pas les pianistes. Ça va remplacer les mauvais pianistes ou les mauvais pianistes accompagnateurs qui, dans les groupes, faisaient simplement une ligne mélodique basique. Mais par contre, les DJ, les joueurs, les musiciens qui savent se servir des synthétiseurs au profit de nouvelles formes de création musicale ou d'enrichissement de leur création musicale, eux, ils auront toujours leur place. Donc on voit bien que le succès, la réussite, n'est pas une substitution basique machine-humain, mais la capacité de coordonner des formes d'organisation
de compétences diversifiées, des humains, de la technologie, et c'est ça qui fait le succès et qui fait la performance. Et quand on raconte ça, ça veut bien dire que naturellement, les formes d'organisation vont évoluer, les formes de coopération ne seront plus forcément les mêmes, mais pas sur le modèle d'une substitution basique humain-machine. De la même manière que dans les années 70, l'arrivée des premiers robots dans les usines automobiles ne s'est pas traduit automatiquement par le remplacement des humains par la machine. Ça ne veut pas dire que les effets ne sont pas négatifs sur certains aspects. Et là aussi, si on reprend l'automatisation des années 70, on voit bien qu'il y a des effets de casse sociale, on pourrait le dire dans ces termes-là, avec disparition de métiers, redéfinition de compétences, réduction. Mais en même temps, globalement, ça n'a pas empêché une croissance ailleurs avec transformation de métiers, de compétences, nouvelles formes d'entreprise. La question dans ces cas-là, c'est comment penser la transition, comment penser l'évolution, et pas simplement se lamenter devant une substitution terme à terme. Quand on regarde l'avenir devant nous, et on a déjà tracé un peu les pistes de cet avenir, la question c'est quel progrès, quelle vision du progrès on peut avoir dans ces conditions-là, et faut-il avoir confiance dans l'avenir ou confiance dans le progrès? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'indépendamment de cette confiance dans le progrès ou dans l'avenir, les enjeux de la régulation aujourd'hui, les enjeux de l'incorporation de la technologie dans la société posent déjà des enjeux de confiance à différents niveaux. On voit bien dans les usages, quand je me sers d'une application, de ChatGPT ou de Gemini, il faut que j'ai confiance dans l'application elle-même. Est-ce que le résultat que je vais obtenir est conforme à ce que je peux en attendre et est loyal ou juste? Il faut que j'ai confiance dans l'infrastructure. Est-ce que je vais pouvoir me connecter facilement à travers mon ordinateur, mon téléphone, et cetera, pour avoir le résultat que j'attends? Est-ce que j'ai confiance dans la sécurité des données que je vais transmettre quand je vais faire ma requête? Est-ce que j'ai confiance dans la société qui porte ces applications? Est-ce que j'ai confiance dans le système financier qui va, le cas échéant, gérer la transaction entre la requête que je vais faire et le paiement qui sera effectué, si je paye des tokens ou si j'ai un abonnement, etc. Donc on voit bien déjà, de façon très très simplifiée, que n'importe quelle interaction avec le système technique suppose des mécanismes de confiance à toute une série de niveaux, dont certains sont encadrés par la régulation, pensons au RGPD, par exemple, hein, pensons au traitement des données, mais pas toutes. Hein. Est-ce que finalement, quand je fais des requêtes, j'ouvre forcément mon ordinateur d'une certaine manière à une interaction avec une application extérieure? Est-ce que c'est pas aussi une voie d'accès pour des brèches de sécurité, pour la collection des données, à savoir, bah, les données que je vais avoir, est-ce que c'est la même chose si je me connecte à un acteur français ou européen, un acteur américain, un acteur chinois, et cetera? Donc on a déjà omniprésente ces enjeux de confiance dans toutes les interactions avec les systèmes techniques, maîtrisés, contrôlés, régulés ou pas. Bien entendu, si je me projette dans l'avenir, on a à la fois ces questions de confiance, mais aussi des questions de confiance sur vers où on va. Quels sont les développements techniques futurs qui vont s'opérer? Sous le contrôle de qui? Est-ce qu'ils sont maîtrisables? Maîtrisés? Dans quelle mesure? Et surtout, est-ce qu'ils vont permettre de mieux vivre, de mieux faire ses activités, son travail, son loisir, et cetera? L'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, est fantastique. Est fantastique parce que, ben, on peut créer plus facilement, même si on n'est pas un grand artiste, un grand créateur. On peut faire ses tâches quotidiennes plus facilement. Donc, ces tâches à moindre valeur ajoutée, finalement, elles peuvent disparaître ou s'alléger par rapport à celles où il faut consacrer davantage de temps. C'est la même chose au quotidien. Donc là, on a aussi des perspectives extraordinaires sur la manière de vivre. Sur la santé, c'est naturellement évident que les gains en termes d'analyse, en termes d'imagerie médicale, en termes de traitement, et cetera, vont être extrêmement transformés par ces nouvelles technologies. Au-delà des effets sur
le futur pour la société, pour les individus, naturellement, les enjeux sont aussi la manière de penser le futur pour l'économie, pour les transformations de l'économie. De ce point de vue-là, les vagues technologiques aujourd'hui, elles vont transformer les métiers, c'est certain. Elles vont faciliter et améliorer la performance, la productivité, c'est certain. C'est une des raisons sans doute majeures aussi des développements si rapides qu'elles connaissent. C'est qu'on voit, en tout cas on anticipe des possibilités de raccourcir le développement des tâches. Je parlais des traducteurs, mais on pourrait aussi parler des codeurs informatiques ou de l'analyse d'imagerie médicale, pour reprendre des exemples que j'ai déjà donnés. Donc ces performances individuelles, cette productivité sur certaines tâches, naturellement, elle va se répercuter de façon systémique sur la manière à la fois de penser les organisations industrielles, mais voire même également de nouveaux modèles économiques. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le modèle, c'est d'avoir des entreprises qui sont spécialisées dans les traductions ou qui sont spécialisées dans certaines tâches, ou au contraire, est-ce que ces tâches-là ne pourraient pas être intégrées directement interne? On a aussi la même chose pour les cabinets de conseil, pour les cabinets d'avocats. Donc on peut avoir des transformations un peu systémiques sur l'organisation des filières industrielles, les filières de connaissances, comme on l'a vu avec les nouvelles formes d'intermédiation portées par le numérique. Mais l'enjeu, c'est de gérer la transition. C'est de gérer la transition entre le modèle actuel et le modèle ancien. Mais de la même manière qu'on a pu gérer la transition entre les compagnies de diligence et les chemins de fer. C'est aussi toute une évolution des métiers qui changent, des investissements qui se repositionnent ailleurs, des compétences qui se développent sur des champs qui ne sont pas les mêmes. Et c'est pas forcément les mêmes personnes qui auront les mêmes compétences dans les différents secteurs. C'est pas forcément les mêmes qui vont investir dans les différents secteurs. Cette reconfiguration très, très profonde des systèmes économiques, je pense que c'est ça devant lequel on est et que l'intelligence artificielle va nous amener forcément à affronter.